Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Entre Legal Tech et FinTech, les garanties de crédit remises au goût du jour. Arthur Bertin et Ladislas Mancet, cofondateurs de Pono à Paris. Les fiduciaires traditionnels, c'est assez paradoxal. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément à l'origine des opérations de fiducie. Aujourd'hui, 99% des gens qui prescrivent la fiducie, des avocats, des banques, des assurances, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement, pourraient être fiduciaires. Mais par manque de connaissance de cet outil, elles décident de transférer ces contrats de fiducie chez un tiers qui va être classiquement une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille. C'est comme ça que le marché est organisé aujourd'hui. Nous comprenons tous le gage, le nantissement ou encore l'hypothèque. Arthur et Ladislas nous parlent aujourd'hui d'une garantie instaurée en 2007 en France, la fiducie. Ce nouveau type de garantie de crédit qui peut porter sur tout type d'actifs est redoutablement efficace et peu coûteuse. Avec beaucoup de pédagogie, Arthur nous explique comment cette dernière fonctionne et les avantages qu'elle représente tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs. Nous comprenons quels opérateurs peuvent être fiduciaires et qui sont les prescripteurs. Ladislas nous explique comment Pono veut désintermédier le marché de la fiducie au service des fiduciaires d'une part et de la fiducie de l'autre. Nous étudions un cas concret et saisissons les bénéfices de temps et d'argent pour toutes les parties prenantes. L'offre de Pono ne se limite pas à la fiducie mais se décline également sur d'autres garanties. Arthur et Ladislas nous expliquent comment la jeune start-up parvient à déployer ses solutions au sein de grands groupes bancaires et notamment grâce au support de Senior Advisors. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Arthur, bonjour Ladislas. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Merci beaucoup de m'accueillir à Plateforme 58 où je suis ravie de revenir après avoir vu certains de mes précédents invités, pour parler de Pono. Alors, pourquoi vous êtes deux aujourd'hui? C'est que c'est un sujet qui peut paraître compliqué, mais qui ne l'est pas. On va parler de fiducie. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter aux auditeurs qui nous écoutent? Alors moi, je m'appelle Arthur Bertin. Je suis cofondateur et CEO de Pono Financial Solutions. J'ai un background très juridique, forcément, pour cette activité, matinée un peu de droit bancaire et d'activité de financement, puisque j'ai travaillé dans une société de gestion de portefeuille pendant 8 ans avant de rejoindre l'aventure Pono. Et je m'appelle Ladislas Mancet. Et moi, avant Pono, j'ai travaillé 9 ans en conseil et en investissement private equity dans des sociétés plutôt technologiques, donc logicielles. Et après 9 ans aux côtés d'entrepreneurs, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, on va parler de fiducie, mais alors peut-être prenons un pas en arrière. Arthur, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la place et quel est le rôle des garanties de crédit si on prend la chaîne de crédit qu'on connaît tous? Oui, alors il y a 2 éléments qui sont assez classiques dans l'activité de crédit. Il y a l'analyse crédit, donc la capacité de remboursement de l'emprunteur. Ça, c'est ce que font les banques depuis plus de 1000 ans et qu'ils le font très bien. Et il y a également la sécurisation du risque ou l'atténuation du risque de défaut qui va être traitée au travers de garanties du crédit. Et c'est sur cette partie de l'activité crédit que Pono intervient en proposant une solution de gestion des garanties du crédit, une solution technologique, digitale, qui permet de mettre en place, de sécuriser le suivi, la production, le suivi et l'exécution de ces garanties du crédit. Alors, les garanties, moi j'en connais certaines parce que j'ai pris un crédit immobilier avec une hypothèque. Donc, il y a l'hypothèque. Est-ce que tu peux nous citer d'autres types de garanties? Oui, l'hypothèque, elle couvre l'actif immobilier. Il y a également le gage qui va couvrir ou qui va s'attacher à des biens mobiliers ou le nantissement qui va s'attacher à des biens mobiliers incorporels. Ça, ce sont des garanties qui sont assez traditionnelles. Certaines existent depuis plus de 2 siècles, comme l'hypothèque, dans notre code civil, et d'autres garanties sont beaucoup plus innovantes, comme la fiducie. Alors, moi, j'y connais rien à la fiducie. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Est-ce que tu pourrais nous faire un fiducie pour les dummies en 2 minutes?
pour qu'on comprenne tous. Il n'y a pas de demise quand on parle de fiducie. Il y a juste des demises dans l'explication. Il faut dire ces choses-là très simplement. La fiducie, c'est une très bonne garantie du crédit. Et c'est une garantie qui peut porter sur n'importe quel actif, un bien meuble, un bien immeuble, un bien corporel ou incorporel. Ça peut également porter sur des droits. Et donc, c'est une garantie qui est universelle et qui, à la différence des hypothèques, des gages et des nantissements, offre une efficacité à la fois dans sa mise en place et dans la protection face au risque de défaut de l'emprunteur qui est quasiment sans équivalent quand on considère tout le paysage des garanties du droit français. Elle est beaucoup plus efficace et elle est activable de manière beaucoup plus simple. C'est ce qui fait sa singularité. Alors, dans le petit mode d'emploi que vous m'avez gentiment envoyé avant, pour que j'ai l'air moins bête, il était question de fiducie sûreté et fiducie gestion. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Oui, absolument. Cette fiducie, c'est un nouveau contrat de droit français qui est arrivé en 2007. Elle a deux grandes utilisations. Il y a la fiducie gestion qui est une fiducie qui repose sur un transfert de propriété. Et ce transfert de propriété, il va être effectué pour 1001 raisons qui seraient un petit peu fastidieux d'expliquer. Et puis, il y a la fiducie sûreté qui va reposer sur une logique de transfert de propriété du bien ou d'un droit pour sécuriser un crédit. À la différence de l'hypothèque, dont on a parlé tout à l'heure, la fiducie va pouvoir porter sur un actif immobilier, mais cet actif immobilier, il ne va pas rester entre les mains du débiteur. Juridiquement, il va être transféré à la fiducie pour sécuriser efficacement le prêt. Excellent. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de fiducie ? Bien sûr. On a des fiducies, on trouve des fiducies dans de très nombreuses opérations de financement, du financement de stock, avec des stocks qui vont rentrer et sortir du contrat de fiducie, du financement immobilier, avec des titres de véhicules qui vont être transférés dans un patrimoine appelé la fiducie, pour sécuriser le financement. Ça coûte moins cher que l'hypothèque et c'est beaucoup plus efficace. Moins cher comment, c'est-à-dire ? Typiquement, sur ce type de montage, des SPV, donc des sociétés, des entités qui détiennent des actifs immobiliers vont être transférés dans un patrimoine fiduciaire. Ça va coûter 125 € de droits d'enregistrement au lieu d'un pourcentage qui s'élève à 1,5% de taxes de publicité foncière avec l'hypothèque. Donc c'est plus sécurisant pour le prêteur. Oui. C'est moins cher pour l'emprunteur puisque classiquement, dans le financement, c'est l'emprunteur qui va supporter les coûts de constitution de la garantie. Et ça permet de créer un climat de confiance qui est propice mécaniquement au déblocage du financement, que ce soit un financement IMO, un financement corporate, et dans tout type de dossier, qu'on soit dans des financements qu'on appelle in bonis, quand l'emprunteur est en bonne santé financière, oui. Ou que ce soit lorsque l'emprunteur est en difficulté, où on peut utiliser des fiducies également, en affaires spéciales de banque, en restructuring, etc. Je m'arrête là. Alors, si tu pouvais nous synthétiser les avantages de la fiducie pour les prêteurs d'un côté et les emprunteurs de l'autre. Alors, il faut effectivement synthétiser parce que les avantages sont nombreux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je dirais qu'il y a, évidemment, pour le prêteur, il y a un enjeu de sécurité juridique. Parce que grâce à la fiducie, il peut beaucoup mieux sécuriser son exposition au risque, c'est-à-dire son actif, c'est-à-dire dans le langage d'un établissement de crédit, la créance de prêt qu'elle détient sur un emprunteur. Donc ça, cette sécurisation, c'est le premier, on va dire, c'est le premier avantage. Après, je dirais que ça permet également d'avoir une meilleure garantie aussi côté emprunteur, puisque l'emprunteur qui va utiliser la fiducie, c'est que son actif va couvrir efficacement la créance, plutôt le contrat de prêt, en cas de difficulté. Je m'explique très simplement. Une hypothèque, lorsqu'elle est réalisée, elle est vendue de manière judiciaire devant un tribunal. Donc on a un actif qui va être vendu dans une vente publique et ça génère de la destruction de valeur parce que une vente publique, ça attire un certain public, pardon pour la redondance. Donc il y a une inefficacité sur la conservation de la valeur de l'actif qu'il n'y a pas avec la fiducie, puisque la fiducie permet d'organiser les conditions de la vente de l'actif qui est mis en garantie. Cette vente, elle va être une vente qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire sur un marché, avec une valorisation, avec un expert. Donc c'est beaucoup plus efficace pour sauvegarder la valeur de l'actif qui est mis en garantie. Et puis je dirais en termes de coût pour l'emprunteur, on l'a dit tout à l'heure, voilà, le recours à ce type de garantie peut être beaucoup moins onéreux que les garanties traditionnelles. Merci, c'est extrêmement limpide. Merci beaucoup. Au niveau du marché, qui peut être fiduciaire ? On a parlé brièvement avant d'enregistrer. Tu pourrais nous donner une typologie, enfin la typologie des acteurs qui peuvent être fiduciaires ? Oui. Alors, le contrat de fiducie étant un contrat qui transfère la propriété, le législateur, on le comprend bien, a voulu réserver la qualité juridique de fiduciaire à des opérateurs qui ont soit des fonds propres,
des banques, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance, ou à des opérateurs qui ont une déontologie pour protéger les utilisateurs de la fiducie, c'est notamment le cas des avocats. D'accord. Donc 5 professions qui peuvent être fiduciaires. Et pour les fiduciaires actuellement, qui sont les fiduciaires traditionnels ? Les fiduciaires traditionnels, c'est assez paradoxal, ce sont des gens qui ne sont pas forcément à l'origine des opérations de fiducie. Et je m'explique, ou je le tournerai autrement. Aujourd'hui, 99% des gens qui prescrivent la fiducie, des avocats, des banques, des assurances, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'investissement, pourraient être fiduciaires. Mais par manque de connaissance de cet outil, elles décident de transférer ces contrats de fiducie chez un tiers qui va être classiquement une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille. C'est comme ça que le marché est organisé aujourd'hui. Et donc votre objectif en lançant Pono, après toute cette explication très fournie que tu nous as donnée, c'est de se positionner à quel niveau dans la chaîne de valeur ? Alors nous, on veut désintermédier ce marché de la fiducie en permettant aux prescripteurs qui aujourd'hui disent il faut utiliser une fiducie d'être eux-mêmes fiduciaires. Donc on est au service des fiduciaires et on est également au service de la fiducie puisque cet outil extraordinairement innovant qui a été introduit en droit français en 2007, selon nous, n'a pas trouvé le marché qu'il mérite et la place qu'elle mérite, cette fiducie, compte tenu de la méconnaissance et on va dire de l'inefficacité avec laquelle le marché traditionnel a été organisé. Merci beaucoup Arthur, c'était très clair. Ladislas, on va te redonner la parole. Si on parle de l'inefficience de marché à laquelle Arthur a fait référence, c'est le point de départ de Pono. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage ? Oui, je crois que le point de départ de Pono, c'est quand on s'est rendu compte que 3 fiducies prescrites sur 4 ne se faisaient pas pour une question de complexité ou de coût. Et donc, on a voulu répondre à 2 questions avec Arthur. La première, c'est comment est-ce qu'on arrive à diffuser beaucoup plus largement cet outil qui est aujourd'hui extrêmement peu utilisé, il faut le dire, par rapport à un marché qui, je rappelle, est de l'ordre de 330 milliards de production de crédits aux entreprises par an, hors PGE. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'un marché qui est 100% service, avec les limites que ça comporte, c'est-à-dire des délais qui peuvent être importants et des coûts associés qui sont importants, à un marché beaucoup plus efficace et compétitif en termes de coûts pour que la fiducie soit utilisée beaucoup plus simplement et beaucoup plus largement dans tout type d'opération de financement. Alors, question peut-être un peu naïve de ma part, comment vous êtes rendu compte de ces inefficiences ? Est-ce que vous avez eu beaucoup de discussions avec des établissements de crédit, avec des juristes ? Comment ça s'est fait ? C'est une excellente question. On a effectivement parlé à beaucoup de monde, beaucoup d'établissements de crédit, des avocats bien évidemment qui sont clés dans le dispositif et qui sont très souvent prescripteurs de la fiducie. On a parlé des sociétés de gestion, des fonds de dette, et on en est arrivé à la conclusion que pour permettre de désintermédier la fiducie et d'apporter de l'efficacité dans ce marché-là, il fallait introduire de la technologie. Et donc on a travaillé sur un logiciel en SaaS qu'on a développé pendant quasiment 1 an, qui permet d'organiser toute l'information d'un contrat de fiducie ou d'un portefeuille de contrat de fiducie et de simplifier la gestion de cet outil et sa mise en place. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je trouve quand même intéressant de peut-être donner quelques éléments dans la complexité de la gestion de ce contrat, avec la gestion, je dirais, presque quotidienne qu'il faut en faire. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, Arthur ou Ladislas, quelques exemples juste pour qu'on comprenne à quel point c'est plus complexe à mettre en place ? Oui, alors encore une fois, il faut garder à l'esprit que dans le contrat de fiducie, il y a transfert de propriété à titre temporaire pour sécuriser le remboursement du crédit, mais transfert de propriété. Donc, si on prend les 2 grandes familles de fiducie sûreté, des fiducies sûreté sur titre de société et des fiducies sûreté sur actifs immobiliers, on s'aperçoit que ce transfert de propriété va générer des obligations administratives et opérationnelles. Donc, c'est vraiment un gain de productivité que vous offrez à vos clients. Oui, et peut-être pour illustrer ce que vient de dire Arthur, sur notre premier client qui est un établissement de crédit ACPR, avec qui on a signé un premier contrat en 2020, avec un exemple très concret. C'était un financement immobilier de 2,5 millions d'euros. Cet établissement de crédit avait eu des difficultés avec des hypothèques par le passé, parce que l'hypothèque, c'est cher déjà, et c'est difficile à exécuter en cas de défaut de l'emprunteur, notamment s'il rentre en procédure collective. Et donc, il voulait étudier des garanties alternatives. On lui a conseillé d'utiliser la fiducie. Il a interrogé un fiduciaire traditionnel qui lui a dit « ça va coûter 15 000 euros pour la structuration et 20 000 euros par an pour gérer la fiducie sur 10 ans. » D'accord. L'avocat lui a conseillé de se mettre en rapport avec nous et
en utilisant notre logiciel et notre back-office spécialisé, cette banque est devenue fiduciaire. Et ça n'a coûté à l'emprunteur, qui est le payeur final de la garantie, 125 € de droits d'enregistrement, plus le coût de Pono, qui était à peu près 4 fois moins cher annuellement qu'un fiduciaire traditionnel, pour permettre de sécuriser de façon très efficace le prêteur. Donc tout le monde était content dans cette opération, et ça illustre typiquement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire désintermédier la fiducie pour que ce soit utilisé beaucoup plus largement. Voilà. Et les bénéfices concrets qu'on obtient en utilisant Pono, c'est quoi ? De la sécurité. Oui. Alors ça n'a pas l'air concret, mais c'est très très important. De la sécurité, je dirais, sur le traitement des informations d'abord, parce que c'est des informations qui sont confidentielles avec des intérêts qui sont parfois importants. De la sécurité dans la gestion. Grâce à notre outil, à notre système de rappel automatique de tâches de gestion, on ne loupe rien dans la gestion fiduciaire. Il peut y avoir des gestions qui sont assez simples comme celle qu'a illustré Arthur précédemment. Il y en a qui peuvent être beaucoup plus compliquées. Avec notre logiciel, on ne loupe rien dans la gestion fiduciaire, donc c'est très sécurisant pour toutes les parties. Et puis ce que ça apporte aussi, c'est beaucoup de transparence, parce que nous, on a développé des systèmes de reporting automatique qui permettent de partager avec l'ensemble des parties prenantes à un contrat de fiducie, le prêteur, l'emprunteur et je dirais les métiers adjacents à un contrat de fiducie, toute l'information et tous les actes de gestion qui sont perpétrés dans un contrat de fiducie. Voilà. Ça, c'est plutôt pour les prêteurs. Alors, pour les emprunteurs, quels seraient les bénéfices à utiliser la fiducie ? Le coût. Oui. C'est parfois beaucoup moins cher. Dans l'exemple que j'ai utilisé précédemment, passer par un montage fiduciaire où la banque était fiduciaire en s'appuyant sur Pono, ça a coûté 4 fois moins cher à l'emprunteur sur 10 ans. Ah oui. Donc, c'est un argument, en effet. C'est un bon argument. Voilà. Et pour la banque, évidemment, une protection qui est plus importante. Oui. Donc, en cas de problème, forcément, pardon pour le terme technique, mais LGD, Loss Given Default, plus faible que si c'était une garantie moins efficace. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé de la fiducie, mais vous étendez votre offre également à d'autres types de sûreté. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Arthur ? Oui, absolument. Le problème de la fiducie, on le retrouve sur les autres garanties. C'est-à-dire qu'on a un objet qui est juridique, qui génère des obligations de gestion, des tâches administratives et opérationnelles. Et ces obligations opérationnelles et administratives, dans ce contexte juridique, elles sont peu solubles dans le travail de back et middle office des établissements de crédit. Et ce qu'on essaye de faire avec la fiducie, on est déjà en train de l'étendre sur la gestion des garanties autres que la fiducie, donc celles dont on parlait tout à l'heure, l'hypothèque, le gage et le nantissement, parce qu'à leur niveau, il y a peut-être moins d'obligations générées que pour la fiducie, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété, mais il y a quand même un certain nombre de tâches administratives et opérationnelles qui doivent être traitées. Et donc, c'est le problème en fait de la solubilité de ces outils juridiques dans des environnements opérationnels et administratifs qu'on essaie de traiter avec notre logiciel et notre back-office outsourcé. Parfait. Alors, vous êtes un petit peu en phase, je dirais, de connaissance du marché. Enfin, il y a une méconnaissance du marché en général sur cet outil-là. Donc, il y a quand même un effort de votre part pour diffuser la bonne parole. Qui sont actuellement vos clients et vos prospects dans la typologie des clients qu'on trouve dans ce type de crédit ? Alors, je te vois venir, tu vas vouloir que je cite nos clients. Bien sûr. Je ne peux pas le faire. Dommage. En revanche, je peux te donner la cartographie. C'est des établissements de crédit. Alors, sans les nommer, il y a un grand groupe bancaire français, mutualiste. Voilà. Il y a une banque plutôt familiale, banque privée et qui finance un peu des PME. Et il y a une banque, middle market. Il y a des sociétés de gestion de portefeuille, des gros fonds de dette, des cabinets d'avocats, évidemment, et des plateformes de crowdlending immobilier corporate, qui sont des acteurs qui sont plus petits en volume que les établissements bancaires, mais qui ont une forte croissance et qui sont en train de devenir matures et donc qui remettent, je dirais, les garanties du crédit au centre du jeu et veulent les utiliser à bon escient. Alors c'est très intéressant ce modèle Pono que vous nous décrivez aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet que j'ai moins abordé en tout cas sur FinScale. J'en ai parlé justement avec Didier Vallée qui est venu parler sur mon podcast. Et en fait c'est très complexe parce que vous avez une connaissance dans une verticale vraiment très très spécifique.
Comment est-ce que vous êtes amené à percer dans ces marchés et à accéder justement à ces établissements-là où on sait que le processus de transformation et d'acceptation de nouveaux processus opérationnels est parfois long et douloureux? Comment est-ce que vous êtes accompagné au quotidien pour parler avec ces établissements-là? Alors, par nous-mêmes déjà, et avec de la patience, parce que c'est forcément des gros groupes qui sont très sollicités par ailleurs, notamment dans la période actuelle. Donc je dirais qu'on y a été tout seul comme des grands, qu'on est rentré par différentes portes d'entrée, parfois par la fenêtre. On parle, nous, aux directions générales, aux directions des risques, aux directions juridiques. Parfois au métier tout simplement, donc aux équipes de financement corporate et immobilier, voilà, qui s'intéressent forcément à la fiducie parce que c'est un outil dans l'air du temps. On a aussi souhaité mettre en place une gouvernance pour rajouter un peu de cheveux gris à notre duo et pour nous aider à naviguer dans ces grands groupes. Donc des gens qui ont une expérience dans l'industrie bancaire et financière, comme cadre dirigeant de banque. Donc tu as cité Didier, effectivement, qui est passé sur ton podcast. Il y en a d'autres, deux autres notamment qui viennent de grands groupes bancaires français. Didier fait partie de votre advisory committee alors? Exactement. Voilà. D'ailleurs, on lui parle dans 1 heure, donc il ne faut pas qu'on soit en retard. Okay. Voilà. Parfait. Un dernier point que je voulais préciser sur le fait de naviguer avec les grands groupes, est-ce que vous avez des sponsors, des gens qui vont systématiquement revenir dans les discussions et que vous pouvez vraiment utiliser comme levier justement dans vos négos avec ces groupes bancaires? Oui, on va avoir des sponsors externes et internes. Sponsors externes, je pense beaucoup aux conseils, aux avocats. Les avocats peuvent être fiduciaires, mais c'est aussi, et pour l'instant surtout, des prescripteurs de fiducie. Donc sur des opérations de financement, ils ont eux cette vision du risque de défaut, du risque juridique qui peut être corrigé par la fiducie. Donc ils nous sont très précieux. Et puis en interne, dans les sponsors, on va avoir soit les métiers qui sont un peu en front et qui ont une conscience soit par l'expérience, soit par les compétences du fait que la bonne garantie au bon moment, ça peut être un élément, c'est souvent un élément facilitateur du deal et c'est également un élément de réassurance et de sécurité. Donc ça va être soit les directions juridiques, direction risque, engagement, ou ça va être des verticales de financement dans les métiers bancaires, ça veut dire l'immobilier, ça va être dans certains cas les affaires spéciales, le leverage finance ou le département asset-backed finance. Parfait, merci. Alors, si on parle de Pono maintenant, donc vous êtes une start-up, vous avez été lancée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que Ladislas, tu pourrais nous présenter la boîte, nous parler des financements de la boîte, nous présenter l'équipe? Oui, bien sûr. Donc, on a démarré la société en septembre 2019. Donc, on a d'abord beaucoup travaillé sur le produit pendant quasiment 9 mois. On a signé notre premier client à la fin du premier semestre 2020. On a signé un partenariat avec une société de gestion également avant l'été 2020. Là, on a signé une deuxième banque en septembre, une troisième à la rentrée 2021. On a mis en place la gouvernance dont j'ai parlé précédemment. On est aujourd'hui une petite équipe, mais en croissance. On est 5 personnes. On est en train de recruter 3 personnes, donc on sera 8 au printemps. Avec une dizaine de clients, dont les 3 banques dont j'ai dressé le portrait précédemment. On gère aujourd'hui, à la fin du premier trimestre, on va gérer 100 millions d'euros d'actifs en collatéral. C'était 20 millions fin 2020. Et on espère gérer entre 400 et 500 millions d'euros à travers notre plateforme à la fin de l'année 2020. Excellent. Et est-ce que vous avez fait appel à des capitaux pour vous développer? Oui, on a fait une levée de fonds fin 2019. On a levé 500 000 euros auprès de Business Angels, qui étaient des gens, je dirais, de notre réseau, du monde bancaire et financier, du monde juridique. Voilà. Et vous allez faire une nouvelle levée? Pas de spoil, mais non, on a dans nos tablettes de faire une levée en théorie début 2022. Et c'est peut-être un timing qui pourrait s'accélérer. Voilà. Parfait. Alors, si on parle concrètement, si on veut travailler avec vous, comment ça se passe pour le setup? Il y a, comme toujours, il n'y a pas d'uniformité, mais on peut dire qu'il y a 2 types de setup. Il y a un setup avec une opération spot et un setup avec un des clients, par exemple, que Ladislas a mentionné, qui sont des clients signés et récurrents. Le setup spot est un peu moins itératif,
parce que par définition, il y a un petit peu plus d'aléas sur les parties des contrats, sur les actifs qui sont utilisés en collatéral, sur la typologie de collatéral de garantie, sur l'opération en elle-même. Donc forcément, ça a des incidences sur l'onboarding. Ça va nécessiter plus ou moins d'échanges directs et de calls et de réunions avec les différentes parties. Et le setup avec le client récurrent, donc encore une fois, un établissement bancaire ou un crowdlender ou un fonds de dette avec lequel on a une certaine récurrence. C'est plus simple parce que la typologie d'opération qui va être onboardée au travers de notre plateforme, on la connaît. Donc l'objet de l'opération de financement, la typologie de collatéral, la mission de gestion qui va nous être déléguée, le cas échéant, le paramétrage de la plateforme pour suivre les tâches liées à la gestion de la garantie, on connaît déjà. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus itératif pour le coup. Et quelles sont les contraintes des établissements ? Alors moi je pense beaucoup aux établissements prêteurs. C'est très difficile, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est que l'établissement de crédit, il veut se sécuriser efficacement. Alors je précise quand même surtout en France, l'établissement de crédit, c'est pas un prêteur sur gage. La qualité de la garantie, c'est important, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga de son intervention. Ceci étant dit, s'il utilise des garanties, autant les utiliser convenablement et autant utiliser celles qui fonctionnent. Donc pour se sécuriser efficacement, il faut également avoir le deal. Donc dit autrement, il ne faut pas effrayer la contrepartie. Donc ça, c'est très important. Quand un établissement de crédit propose un montage qui est nouveau ou une garantie qui est inconnue de la part de l'emprunteur, il faut faire très attention à ce qu'il y ait un effort de pédagogie, de transparence sur le fonctionnement de l'outil proposé, sous peine d'effrayer en fait l'emprunteur et de le voir filer tout droit vers la concurrence. Donc ça, c'est une priorité, c'est une contrainte. Et vous accompagnez dans ce sens-là les établissements ? Alors, ils ont leur conseil juridique pour les accompagner, mais nous, on apporte notre regard opérationnel sur à la fois le coût et la gestion de ce type de garantie, ce qui peut, encore une fois, dans la mise en place de certaines verticales de financement, être extrêmement impactant pour le prêteur lorsqu'il va utiliser la bonne garantie au lieu d'une autre garantie. Alors si on va dans le concret du concret, si on prend la personne typique qui va utiliser votre plateforme, c'est qui ? Alors, la personne typique qui va utiliser il y en a plusieurs, j'imagine. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Quand il y a une garantie du crédit, quelle qu'elle soit, sûreté, garantie au sens large, y compris fiducie, on va avoir un emprunteur et un prêteur. Ça, c'est la base. Donc, on a un emprunteur qui va devoir avoir accès à une documentation, qui va devoir signer cette documentation. Et on a un prêteur qui va manipuler cette documentation pour s'assurer que sa garantie, elle a été convenablement enregistrée, régulièrement opposée et qu'elle est raisonnablement suivie, et régulièrement suivie aussi d'ailleurs, parce que ça se fait, c'est un travail de long terme. Ça va suivre la durée de vie du crédit. Donc, on a ces deux catégories d'opérateurs. Et puis, à la marge, sur des sûretés, sur des garanties spécifiques, comme la fiducie, on va avoir des features juridiques supplémentaires qui vont se retranscrire sur la plateforme. Ces features juridiques, ça va être un compte bancaire pour gérer les flux liés à l'exercice de la garantie. Ça va être une comptabilité, pour la fiducie en particulier. Ça va être un expert ou un valorisateur qui va donner son regard sur la valeur vénale des biens qui sont mis en collatéral. Parfait. Alors, un des points qui est intéressant, parce que vous ne travaillez pas que sur la fiducie, sur des sûretés d'un tout autre ordre, comme l'hypothèque ou le gage dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait, soit par vous, soit par des externes ? Est-ce qu'il y a une nécessité d'être accompagné pour la transformation de la gestion de ces sûretés ? Encore une fois, je dirais que ça dépend beaucoup des établissements concernés. La capacité à intégrer de nouveaux process, qui plus est lié à un sujet qui a, pour le dire franchement, pas toujours suscité le plus vif intérêt chez nos clients. C'est vrai que ça a été, depuis 20 ans, c'est quelque chose qui est un peu mis sous le tapis, le sujet des garanties du crédit. Et je comprends que ça ne passionne pas les foules, mais c'est pourtant nécessaire. Ce sujet qui n'a pas toujours suscité un intérêt spécifique et pas forcément le même chez un établissement de crédit, chez un crowdlender ou dans un fonds de dette. Donc, le besoin de transformation qui en découle n'est pas nécessairement le même parce que c'est une question d'échelle, de production de crédit. Donc ça, c'est le premier élément. Et au sein plus particulièrement des établissements de crédit, je dirais qu'il y a de grandes disparités selon les métiers et la sensibilité notamment à l'IT. Parce que toute cette innovation juridique et toute cette capacité de protection que les garanties portent avec elles, elles ne fonctionnent que si elles sont mises à l'échelle de la production de crédit des établissements bancaires. Oui, vous êtes en quelque sorte à mi-chemin entre la legal tech et la fintech en réalité. Oui, absolument. On pourrait dire qu'on est une legal tech qui opère dans un secteur financier et bancaire. Ouais. Mais en fait, voilà, à ce niveau-là, les frontières se brouillent et les étiquettes n'ont plus vraiment lieu d'être.
Alors on parlait, il y a un dernier point dont on n'a pas nécessairement parlé en détail, je ne sais pas si vous pouvez nous chiffrer ça, c'est l'économie de temps, parce qu'on a parlé d'économie d'argent, l'économie de temps qui est générée sur certaines garanties. Alors c'est une question piège, c'est difficile de répondre avec précision. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que si on prend nos clients stars qui sont les banques, ils sont extrêmement sollicités, surtout en ce moment avec les PGE. Et sans trahir de secret, je crois qu'on peut dire sur ton podcast que les back-office de banque, c'est pas là où les banques investissent beaucoup ces dernières années. Ouais. Et ces gens-là, avec notre solution, on leur offre du temps de cerveau disponible pour pouvoir se concentrer sur ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire originer des opérations de financement, analyser les flux de l'emprunteur et derrière s'appuyer sur nous, notre solution, pour mettre en place et gérer la garantie très simplement et dans un cadre évidemment très sécurisé. Voilà. Parfait, merci. Alors, vos prochaines étapes, c'est quoi si vous pouviez nous dévoiler un petit peu plus de Open Kimono? J'adore cette expression. J'ouvre le kimono. Non. On est en train de plancher sur une grosse refonte de la plateforme parce qu'on est en train d'élargir le scope de l'outil, comme on en a parlé précédemment, aux autres formes de garantie. Oui. On veut aussi mettre en place beaucoup plus d'automatisation, puisque, encore une fois, nous, voilà, on est un acteur au service des établissements de crédit et des prêteurs. Et plus on arrivera à rendre la mise en place de garantie et la gestion de garantie simple, efficace et économique, plus le crédit sécurisé se développera en France. Et le crédit sécurisé, c'est indispensable pour que les établissements de crédit continuent à soutenir les entreprises françaises, les PME françaises, oui. Surtout post-période magique du PGE. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bien écoutez, je pense qu'on a couvert en tout cas tous les points qu'on avait discutés à l'avance. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'être extrêmement didactique et pédagogue pour nous tous qui vous écoutons. Merci. Est-ce que pour conclure, vous pourriez nous recommander un livre peut-être pas forcément juridique voilà, pour les auditeurs et pour moi? Pas de livre juridique pour moi, je laisserai ça à Arthur. Moi, j'aime bien la montagne et j'ai un copain qui m'a prêté un bouquin qui s'appelle Annapurna, Premier 8000 de Maurice Herzog, qui est un grand alpiniste français post-Seconde Guerre mondiale. Et dans ce bouquin, il y a deux phases assez extraordinaires. La première, c'est l'arrivée dans l'Himalaya et le chemin pour découvrir l'Annapurna, parce que en fait ils avaient des cartes qui étaient fausses. Et puis la deuxième phase qui est, une fois qu'ils ont identifié le sommet, comment est-ce qu'on monte. J'ai le sentiment, en faisant un parallèle, que nous on a trouvé un peu le chemin et notre sommet, et que maintenant on est en bas de la montagne. Et que finalement, le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que dans une cordée, c'est un travail d'équipe et que chacun travaille pour l'autre. Et je trouve que c'est une très belle métaphore avec ce qu'on vit, nous, au quotidien dans notre vie d'entrepreneur. Voilà. Merci. Arthur? Moi, je vais être beaucoup moins corporate que Ladislas, parce qu'après une longue journée d'entrepreneuriat, j'ai absolument pas envie de penser... pas toujours en tout cas, à ce que j'ai fait dans la journée et ce que je ferai le lendemain. Donc je me plonge avec délectation dans Saint-Simon, les mémoires de Saint-Simon, parce que c'est un format qui est fabuleux, on peut passer sa vie à le lire. Ça détend, c'est comme Voici, sauf que ça se passe à la cour et au XVIIe siècle, les photos en moins, mais c'est pas plus mal, dans une forme avec une plume et un style fabuleux, mais également beaucoup de fond, et pour ceux qui ont encore moins le temps, je leur recommande simplement de lire les portraits de Saint-Simon, qui a l'art de la divination, et qui finalement fait un travail qui n'est pas forcément si éloigné du tien, mais sur des personnes et pas forcément sur des boîtes. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.